on va continuer en proposant aux autres intervenants de cette première séquence de nous rejoindre. Et puis à Nathalie de brancher également sa caméra pour qu'on puisse poser quelques questions aux différents intervenants. Alors Nathalie, est-ce que tu as repéré une petite question pour chacun d'entre eux? Alors oui, une question d'Isabelle Vessier, plutôt à l'attention de Gwenaëlle Lelay, sur la distribution des animaux. Est-ce qu'il y a des références précises sur la distribution des animaux? On a vu voilà, la détection des comportements où les animaux se regroupaient. Je suppose que c'était à ce moment-là que la question a été posée. Alors, comme indiqué, en fait, le travail qui a été mené sur les 6 mois, donc on a impliqué les différents partenaires fournisseurs de l'éleveur dans la boucle d'échange d'informations, et on a en particulier impliqué le centre Itavi, le Ploufragan, où on avait un référent à peu près chaque semaine à chaque réunion hebdomadaire qui était organisée avec Jean-Luc. Donc, sur ces éléments-là de recommandations et de références, en fait, si on doit mettre des notions de référence, elles viendront de ces centres techniques, c'est-à-dire que ni Copix ni tel élevage, on indiquera des références ad hoc. Par contre, ce que nous, on est capable de détecter, c'est des anomalies, c'est-à-dire que par rapport au suivi des lots qu'on a pu faire avec Jean-Luc, là, on parlait du 4e lot là, qui est en place, on a des références par rapport au jour d'élevage. Donc, si nous, on va faire par empirisme, en fait, si sur les précédents lots, à ce jour d'élevage, on avait normalement une répartition de ce type-là, c'est-à-dire que quand on va le calculer avec les algorithmes d'intelligence artificielle, on doit trouver une répartition identique. Comme je vous ai montré des images où il y avait des regroupements d'animaux, ça, on estime que ce n'est pas normal. Donc, c'est une anomalie. Elle va être levée. Tel élevage va quantifier si cette anomalie, ils ont déjà une réponse en magasin ou une hypothèse. Et si vraiment ça a une problématique lourde, ben, ça sera relayé vers des centres techniques ou des partenaires de l'éleveur. Jean-Luc, je ne sais pas si tu veux compléter. Oui, tout à fait. L'idée, c'était de rajouter les plans, de fabriquer le plan d'action derrière. Et le plan d'action, l'éleveur, c'est lui qui va décider. Est-ce qu'il faut qu'il relaye un problème? Je ne sais pas, moi, on a eu le cas de fuite sur du refroidissement, par exemple. Et ben, ça pourrait partir, la copie pourrait partir directement chez son équipementier, mais ça peut être la même chose sur son technicien de production, sur son vétérinaire, enfin, vers les gens qui sont concernés, vers l'action qui est concernée, quoi. Est-ce qu'il y a des difficultés à savoir où placer le matériel dans les bâtiments, en fait? Bah, c'est relativement simple. C'est la connaissance des élevages qui nous permet de dire, en fonction de ce qu'on veut regarder aussi, parce que on s'est aperçu dans certains élevages qu'il y avait des problématiques qui étaient complètement différentes d'autres élevages. Et là, à ce moment-là, il est important d'aller dans l'endroit où on suspecte la problématique. C'est pour ça on avait mis au début, quand on a commencé au mois de juin, une batterie énorme de capteurs, puisqu'on devait avoir 2 caméras, une localisée, une sur le plan global, comme vous voyez derrière moi. Et puis, on avait mis du NH3, du CO2, du H2S, on avait mis des filtres, des trucs à particules, on avait mis plein de choses. Et on s'est aperçu qu'en 6 mois, on sait aujourd'hui où il faut les placer, on sait qu'il ne faut pas en mettre de trop, parce que c'est toujours les mêmes capteurs qui viennent nous relayer des problématiques. Mais dans tous les cas, la première problématique, c'est la répartition des animaux. C'est ça qui fait qu'on va aller chercher à un endroit spécifique. C'est tout le temps comme ça. Et très souvent, on a vu l'éleveur, par exemple, on a vu les éleveurs arriver, par exemple, le matin, et à la question est-ce que ça a été, ils disaient oui, c'est super. Et puis pourtant, à 4 heures du matin ou à 4 heures de l'après-midi, il y a eu pendant 1 heure ou pendant 2 heures quelque chose qui faisait que les animaux étaient surtout pas bien du tout. On travaille aussi sur les perturbations électriques. Et les perturbations électriques, elles ne sont pas toute la journée. Une fois que ça s'est déchargé, en fonction des heures à laquelle ça vient, par où ça vient, quel moteur envoie ça dans la ferme, eh ben, je peux vous garantir que les animaux, eux, c'est le meilleur capteur du monde. C'est pour ça d'ailleurs que les bons éleveurs passionnés par leurs animaux, ils n'ont pas besoin de tous ces capteurs. Et puis ceux qui sont un peu moins présents ou un peu moins passionnés, je pense qu'il leur faudrait non pas 6 mois, mais toute l'année. On va voir ça. Nathalie, d'autres questions courtes qui appellent des réponses courtes? Alors, une question pour Jean-Baptiste sur les limites des nouvelles technologies qui sont plus spécifiquement pour les élevages peu intensifiés, notamment est-ce qu'il n'y a pas des problématiques au niveau des batteries, des choses comme ça qui finalement apportent une couche de complexité pour les exploitants?
Si, mais quand je parlais effectivement des aspects de l'environnement, de ces systèmes-là, l'autonomie, c'est une gageure dans le développement de ces solutions. C'est souvent les plus gros efforts par les équipementiers ils vont être mis là-dessus, hein, sur des colis autonomes en fonction des fréquences d'acquisition. Mais on se rend compte, en termes de co-développement avec les éleveurs, il y a souvent c'est des capteurs qui sont peu paramétrables, où on est obligé de contacter directement l'équipementier pour changer les fréquences d'acquisition et tout. Donc, je pense qu'il y a encore des marges de progrès à faire, justement dans ce dont parlait Étienne Fromont juste avant, sur comment on fait pour travailler ensemble avec les équipementiers, avoir des solutions qui satisfassent à nos besoins, quoi. Moi, j'aurais une dernière question. Merci Jean-Baptiste, pardon. J'aurais une dernière question pour Étienne sur la question de l'endettement de l'exploitation, parce que qui dit robot dit endettement, investissement. Est-ce que c'est rentable? Est-ce qu'on sauve une exploitation laitière avec un robot? Ah, il faut brancher son micro, par contre, Étienne. Tac. Oui, si c'était pas rentable, je l'aurais pas fait déjà. Donc évidemment que c'est rentable. Alors c'est des études, hein, évidemment, je l'ai pas acheté en claquant des doigts. Donc j'ai été voir mon banquier, j'ai été voir mes comptes comment ils évoluaient bon, j'ai l'avantage aussi d'être chez Bell dans une laiterie où on sait à l'année le prix du litre de lait et on sait que sur les 4 dernières années c'était le même prix identique et plutôt haut. Donc ça aide forcément. Mais oui, je veux dire, le robot c'est moi qui l'ai acheté. On m'a pas ordonné de l'acheter. Donc si je l'ai acheté, c'est que c'était rentable. Après, c'est à chacun de calculer ses coûts. Mais en règle générale, quand un agriculteur achète du matériel, personne ne l'oblige à l'acheter. Ok. Est-ce que Nathalie, je t'ai envoyé un message pour te le demander, mais je te le demande en live. Tu as une dernière question? On avait dit qu'on poserait la question, donc je la pose quand même. Sur les outils CopyXTel, est-ce que ça existe également pour les bovins? Alors, je vais faire une réponse en 2 temps, parce que je laisserai la parole à Jean-Luc. Donc, côté Copix, Rapide. oui, rapide. Oui, mais ça va être rapide. Nous, l'outil peut être utilisé tout à fait en bovin pour du suivi. Voilà, il est utilisé par plusieurs sociétés de conseil en élevage. Notamment, on a un partenariat avec la société Ellipse sur les Ille-et-Vilaine qui l'utilise pour faire des diagnostics de bâtiments, enfin, voilà, d'ambiance dans le terme de leur conseil. C'est une offre de service qu'ils proposent à leurs adhérents. Et Jean-Luc, je vais te laisser répondre parce que vous travaillez aussi dans le domaine du bovin et des ruminants. Ouais, effectivement, on a beaucoup plus de données aujourd'hui sur le porc et sur la volaille, mais on a commencé à travailler depuis 6 mois sur un diagnostic bovin qui aujourd'hui doit représenter 700 ou 800 questions. Et du coup, on n'a pas autant de données que dans les 2 autres productions, mais il est évident que là, il faudra travailler en partenariat avec des gens qui connaissent mieux que nous le bovin, et c'est ouvert à tous ceux justement qui ont envie de travailler sous cette forme. Parfait. Ben, merci beaucoup. Affaire à suivre du coup. Merci à tous les 4. Merci Nathalie également. Et puis pour votre intervention et vos témoignages. Donc on a compris que voilà, après avoir évalué, il faut pouvoir agir. Agir dans des élevages hors sol, industriels, entre guillemets, ou plus extensifs. Et se pose maintenant la question de savoir les questions que cela pose pour le consommateur, et puis en termes d'identité socio-professionnelle, et puis peut-être des questions éthiques. Je vous dis au revoir, Étienne, Jean-Baptiste, Gwenaël et Jean-Luc.